et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Grégoire Bourdin, CEO d'iPay, prestataire de paiement international au service des e-commerçants. iPay opère dans 150 pays et traite plus de 4 milliards d'euros de flux chaque année. Bonjour Grégoire, en tant qu'opérateur de paiement sur Internet, iPay se trouve bien évidemment aux avant-postes pour observer les conséquences et les impacts du confinement sur les achats en ligne. Et après bientôt 2 mois, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon ? Bonjour Cyril. Alors effectivement, de par son activité, iPay a un petit peu un rôle de tour de contrôle sur de nombreuses activités e-commerce à travers de nombreux segments. Et aujourd'hui, donc après environ 2 mois et demi de monitoring de l'activité, on s'aperçoit qu'il y a 3 typologies d'évolution de l'activité de nos clients, très orientées d'ailleurs par rapport à leur segment de e-commerce. D'abord ceux qui malheureusement ont un stop assez important de l'activité, soit par rapport à leur activité par exemple dans le tourisme, mais également pour des problématiques de logistique et autres. Voilà. Ensuite, des clients qui, eux, ont une activité physique qui a largement baissé, voire s'est arrêtée, mais dont l'activité e-commerce a perduré, voire reprend un peu de couleur depuis un mois. Et enfin, ceux qui cartonnent, donc ça, généralement autour soit du divertissement, tout ce qui est jeux vidéo par exemple, services digitaux au sens large, et également tout ce qui est grande distribution, ou en tout cas produits de première nécessité tels que la parapharmacie. Au global, sur la période de 2 mois et demi, au global, le flux, il a tendance à diminuer ou il a tendance à stagner, à augmenter. Vous observez quoi ? Alors nous, au global, on a eu une légère baisse au départ qui perdure un petit peu, mais qui s'est finalement assez rattrapée au bout de 15 jours, 3 semaines. Je pense qu'il y a eu un premier effet pendant lequel les consommateurs, comme les citoyens, ont eu certainement des doutes, notamment sur les événements macroéconomiques, sur l'avenir de leur salaire, etc. Donc, passé cette première phase de, je dirais, 2 semaines, on a vu des comportements qui revenaient à la normale. Voilà. Par contre, le flux a baissé, comme je vous le disais, sur des segments qui sont, on va dire, non exploités pendant la période de confinement. Et à l'inverse, tout ce qui est loisir a bien boosté. Donc, au global, plutôt une légère baisse, mais heureusement, on n'a pas tous les deux dans le même panier. Et donc, au final, on s'y retrouve, en tout cas au niveau d'iPay. Voilà. Et finalement, peu de segments aussi qui sont largement touchés. Au point, nous, on n'a pas, par exemple, pas eu de clients qui ont complètement arrêté leur activité et qui sont en péril aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que vous observez des tendances similaires dans les différents pays où vous opérez ? Alors aujourd'hui, effectivement, on opère également, principalement, en tout cas, on a des bureaux en Portugal, en Italie et en Belgique. Et là, effectivement, des comportements à peu près similaires et surtout des problématiques segment par segment différentes. Avec un Portugal qui a, pour le coup, assez bien résisté. L'Italie a été touchée bien avant. On va dire qu'ils étaient déjà dans la situation, je pense qu'ils sont à peu près à un mois d'avance. En tout cas, ils avaient un mois d'avance sur le confinement. Et donc, des secteurs, là également, assez touchés en fonction de la typologie de service qui était proposée sur Internet. D'accord, donc il y a une forme, finalement, un peu homogène, même s'il y a des disparités un peu entre pays, ou alors des avances sur le timing. Je reviens 2 secondes sur l'Italie, ils ont un mois d'avance. Est-ce que finalement c'est une information qui permet d'être un peu, de faire d'être prédictif sur comment ça pourrait évoluer en France ? Alors, j'aimerais pouvoir vous dire ça. Malheureusement, je ne suis pas sûr que les risques soient exactement les mêmes. Ils ont été confinés. En plus, nous, on est à Milan, hein, donc on est pas mal. On était au cœur du problème. Donc, ils ont confiné avant nous, mais typiquement, ils sont en cours de déconfinement. Mais finalement, ils n'ont pas déconfiné un mois par rapport au 11 mai, par exemple. Donc, on ne sent pas non plus. Finalement, ils avaient de l'avance. Malheureusement, je suis pas sûr qu'ils vont garder l'avance pour la sortie.
D'accord. Donc l'impact est toujours là, et ce qu'on peut voir aussi, mais c'est vraiment à ce stade, comment dire, des indices, hein, c'est que les activités, ou en tout cas le support du gouvernement ou des autorités était moins présent. Et je pense que ça va quand même aider la France d'avoir eu un certain nombre de systèmes, aussi bien de prêt, de soutien, de report des charges, qui permet aux sociétés de passer ces 2 à 3 mois à minima assez compliqués, chose qui n'existait, ou en tout cas qui existe beaucoup moins en Italie et au Portugal par exemple. D'accord. Et en Belgique d'ailleurs. Sur nos 3 autres pays où on a des salariés, il n'y a pas tous ces systèmes d'aide qu'on a pu voir en France et qui, je pense, vont permettre d'amortir la crise. Est-ce que ce sera suffisant? À voir, à confirmer, mais en tout cas, ça a été vraiment, je pense, un bon bol d'air pour les entreprises françaises. D'accord. Tu le disais, il y a des secteurs qui ont plus subi que d'autres qui sont gagnants. Les consommateurs, en fait, on observe, et c'est un peu ce qui est remonté dans les différentes interviews que j'ai pu avoir depuis bientôt 2 mois dans ce spécial Covid-19, les consommateurs, ils semblent avoir là, changé un peu leur relation à l'acte de consommation. Dans quelle mesure cela se traduit-il dans les actes d'achat? Oui, ce qu'on voit, nous, en fait, c'est un peu d'ailleurs comme le Covid fait évoluer les méthodes de travail, ou en tout cas accélère plutôt la transformation, parce que je pense qu'il y a rien de véritablement nouveau, ni en méthode de travail, ni en e-commerce. Mais par contre, ça accélère beaucoup la transformation. Et c'est ce qu'on peut voir, nous, avec l'évolution du commerce en général, qui est quand même au départ très très lié au magasin physique, qui s'oriente ensuite vers j'ai des magasins physiques et puis j'ai un magasin e-commerce, mais finalement ce n'est qu'un magasin parmi d'autres. Et on voit quand même depuis quelques années la progression de ce magasin e-commerce qui devient souvent le numéro un du réseau, et qui aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont plus avancés, devient le magasin au cœur de la stratégie digitale, et qui finalement prend le pas sur les autres, au moins en termes de commerce unifié, puisqu'une stratégie de commerce unifié généralement part du site web pour aller ensuite vers les magasins. Et donc ça, on voit qu'en ce moment, ça accélère beaucoup ce trend-là, puisque en fait, avec le confinement, la plupart des actes de commerce se font sur le online, et on voit bien que c'est là que beaucoup de choses se passent. Et je pense que ça va aussi faire évoluer le rôle du magasin, puisque le magasin simple stock, on va dire, a tendance à devenir plutôt un showroom. En tout cas, bien sûr, est un endroit où on va acheter, où il y a du stock, mais devient aussi un showroom où on va pouvoir simplement voir les produits, et potentiellement pas les acheter à ce moment-là, mais les acheter ensuite via d'autres canaux, sur le web notamment. Ouais, la notion de commerce unifié, c'est de dire finalement, enfin, c'est étendre finalement le côté omnicanal. On vend sur différents canaux de vente online et dans le physique. Le commerce unifié, c'est finalement proposer au client une expérience d'achat complète, sans couture, quel que soit finalement le point de contact avec la vente. Ouais, ça va être des choses parfois complexes, parfois assez simples, mais c'est l'idée en tout cas qu'on a la même. Il y a un cœur commun entre un acte d'achat en magasin et un acte d'achat par téléphone ou sur le site web. Donc pour ça, il faut que le système informatique interne et puis l'ensemble des employés du réseau puissent avoir accès aux mêmes informations et puissent finalement avoir les mêmes actions pour le client. Tout ça avec l'objectif premier qui est évidemment de jamais dire non à un client et d'assurer la vente, quelle que soit la façon dont le consommateur souhaite la faire. Et donc ça passe par des choses parfois assez simples, parfois plus complexes, dans lesquelles on va être en mesure de je sais pas, suivre le client à travers son moyen de paiement sur des magasins physiques comme sur le web, pour en faire des analyses, pour faire des promotions, pour faire des mailings. Donc ça passe aussi par des parcours un peu plus cross-canal, on va dire, avec la possibilité d'acheter un produit sur une tablette vendeur en magasin, tout simplement par exemple parce qu'il n'y a pas le stock ou pas la taille dans un réseau de mode, par exemple, il n'a pas la taille que le client veut, bah, on va lui commander, il a essayé le vêtement dans la taille qui lui va bien, mais il le veut dans une autre couleur qui n'est pas en stock, et ben on va lui commander à travers une tablette sur le stock e-commerce, il va le recevoir chez lui, par contre il va bien payer sur le TPE du magasin, et tout ça va être ensuite enregistré et suivi dans le logiciel de gestion du magasin. Donc ça sort des choses assez basiques, mais malgré tout, tous ces mouvements entre le paiement physique et puis le paiement e-commerce, pas toujours simple. Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup en ce moment avec nos clients retailers pour arriver à avoir ces parcours le plus fluide possible pour le consommateur et le maximum de données collectées. Et quand on parle de commerce unifié, il y a cette notion d'unifier la data en fait. C'est-à-dire que un achat sur le site web avec un consommateur, avec la carte bancaire d'un consommateur, cette carte bancaire, si elle sert en magasin,
Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire le lien entre cette carte bancaire. C'est ce sur quoi on travaille pas mal. Et c'est ça qui, en fait, la notion d'unification, elle est là, quoi. C'est comment on fait pour que les données identiques, on arrive à les stocker et de vraiment suivre le fait qu'elles soient identiques pour en faire des analyses derrière et mieux servir le client finalement. Ouais, je retiens dans ce que tu dis finalement qu'il y a une forme. Avant, on pouvait peut-être séparer l'activité e-commerçante et l'activité pure retail avec le e-commerce qui devient un magasin à part entière et puis le premier magasin du réseau. Finalement, aujourd'hui, tout s'imbrique et il n'y a plus une concurrence l'un contre l'autre, mais finalement, même dans le paiement, on voit une forme de convergence et sert à la fois le magasin physique, le point de vente, mais aussi l'expérience digitale. Ouais, une synergie entre les canaux et puis une harmonisation qui est importante parce que je ne pense pas que le consommateur réfléchisse en permanence à quel nouveau comportement il va avoir ou quel nouveau usage il va avoir. En revanche, ce qui est évident, je pense que c'est quand des consommateurs ont essayé un certain nombre de parcours qu'ils ont trouvé sympas chez des réseaux, ils vont vouloir le retrouver ailleurs. Ou en tout cas, s'ils ne le trouvent pas, ça va réduire un peu l'image du réseau de distribution qui ne le propose pas, de la marque qui ne le propose pas. Et donc, je pense que c'est important de suivre ce trend et d'être un peu à la pointe là-dessus, puisqu'il n'y a rien de pire que, par exemple, d'avoir été en capacité de redéposer un objet qu'on ne voulait plus dans un magasin et avoir été remboursé sur une transaction online. Si on l'a vécu une fois, on a trouvé ça hyper fluide. Si la fois d'après, chez une autre marque, on fait la même chose et qu'on nous dit « Ah, bah, c'est pas possible, il faut revenir dans le magasin initial ou il faut le renvoyer par la poste », ça va donner une mauvaise image et une mauvaise expérience au client. Et donc, je pense qu'il y a une forme de... Les consommateurs vont se convertir tout seuls, finalement, au fur et à mesure, à ces nouveaux usages. Ils vont le réclamer de plus en plus chez leur marque. Bah écoute, tu fais une parfaite transition avec la dernière question que je voulais te poser. Et, en matière d'expérience de paiement, justement, quels sont les enjeux auxquels les retailers et les e-commerçants vont-ils devoir faire face dans les prochains mois, les prochains trimestres, quelque part derrière? Quid de la DSP2 et du renforcement de la sécurité? Effectivement, c'est un peu le gros sujet, j'allais dire du moment, mais enfin, ça fait quand même quelques mois, quelques années que ça dure, cette histoire de DSP2, qui impacte beaucoup de choses dans les paiemts. En l'occurrence, pour le e-commerce, ça va impacter essentiellement les modes d'authentification et la sécurité des moyens de paiement. Oui, alors la Un peu plus DSP2, compliqué que ça. juste pour comment dire, Ouais, redéfinir ce que c'est. directive européenne sur les services de paiement, deuxième mouture, et donc c'est la réglementation européenne, mais transposée dans tous les pays, notamment en France, qui va structurer, organiser, réglementer les notions de services de paiement, donc tout ce qui est je paye et je reçois de l'argent. Aussi bien d'ailleurs des virements classiques que pour des achats de commerce. Et donc c'est là où ça a un impact pour notre activité, puisque ça réglemente également tout ce qui va être achat pour des magasins. Et notre rôle de prestataire de services de paiement, c'est de gérer ça pour nos marchands, puisqu'on va être capable à la fois de gérer la prestation technique, de passerelle, on va dire, de la transaction, mais également l'aspect réglementaire, c'est-à-dire que c'est nous qui percevons les fonds pour nos clients, qui éventuellement les stockons et qui les rendons aux marchands. Et donc à travers ça, il y a beaucoup de choses qui bougent. On est sur un système de paiement qui est interconnecté mondialement, mais déjà en Europe, c'est assez énorme. Donc ces réseaux de paiement, c'est la mise en relation finalement de toutes les banques émetteurs qui confient des moyens de paiement à leurs porteurs vers les banques ou les prestataires de paiement des marchands. Et donc dans ce cadre-là, il y avait des règles en place, mais ça date, je dirais, au moins des années 80, depuis le début de la carte bancaire, depuis les débuts du Visa Mastercard, et ces règles évoluent avec l'appui du régulateur. Donc il y a un certain nombre de choses assez profondes qui ont été modifiées, notamment sur le rôle de l'émetteur versus donc l'émetteur, celui qui émet la carte de paiement versus celui qui acquiert la transaction pour le marchand. Ça a pas mal bougé. Mais ce qui est le plus visible, en tout cas en termes de comportement pour les consommateurs, ça va être l'aspect sécurité. Et justement, sur cet Pardon. aspect sécurité, justement, on a, je pense, un peu tous reçu des informations de nos banques, des informations même parfois de commerçants nous disant attention sur la sécurité parce qu'il y a une explosion des transactions, faites attention. On a senti quand même qu'il y avait des alertes qui nous étaient poussées sur les notions de sécurité par rapport au paiement. Est-ce que ça va impacter quelque part l'ensemble finalement de l'écosystème retail e-commerce par rapport aux enjeux de sécurité? En tout cas, c'est un souhait au plus haut niveau, puisque toute cette DSP2, elle est construite autour de la réduction de la fraude.
Et donc en particulier, il y a deux façons de réduire la fraude. Ça va être clairement de changer la responsabilité vers plutôt la banque émettrice et le porteur de carte, protéger le consommateur, on va dire. Et deuxièmement, renforcer la sécurité, mais de façon, et là pour le coup ça a été relativement bien pensé quand même, de façon intelligente, c'est-à-dire de miser sur les nouvelles technologies. Donc là, on est à un moment charnière, hein, donc notamment avec le 3DS classique, qui est donc ce fameux SMS pour lequel on reçoit un code et qu'on va saisir sur le site web au moment du paiement. Et c'est comment ce 3DS va évoluer dans le temps avec le 3DS V2, et puis le recours à des usages de plus en plus souples et biométriques. Donc, sans le 3DS, par exemple, sans le SMS, on n'a pas de sécurité, donc potentiellement on a plus de fraude, ce qui évidemment est un problème. Avec le SMS, on est plus sécurisé, il y a moins de fraude. Par contre, certains parcours d'achat vont pas jusqu'au bout parce que la personne a été dérangée, elle n'a pas reçu le SMS, ça complexifie un peu les parcours. Ce vers quoi on tend avec la DSP2, c'est d'avoir une authentification forte, donc même un peu plus forte d'ailleurs que le SMS, tout en ayant des usages et des parcours les plus fluides possibles. Donc ça va être typiquement du Apple Pay par exemple, qui est quelque chose. Apple Pay et Google Pay qui sont peut-être les éléments les plus visibles de ce mouvement, où en fait on va avoir un parcours où on n'aura même plus à saisir la carte, elle est enregistrée dans le navigateur, et au moment de l'authentification forte, quand il est nécessaire d'en avoir une, on va être sur une identification biométrique qui est en général quand même la plus simple à faire pour un consommateur lambda. Donc l'idée c'est de ne plus avoir de rupture de médias, on est sur un site web à partir d'une tablette, d'un téléphone, on n'a plus à saisir tous ces numéros et c'est moins laborieux, on n'a pas de mot de passe à retenir, on n'a pas de SMS à saisir, et par contre on a soit l'empreinte digitale, soit le Face ID qui nous permet de nous identifier avec une sécurité optimale. Bon, écoute, ça me paraît très clair. Grégoire, finalement, merci un peu pour ces éléments de réflexion. Je retiens deux points forts dans ce que tu nous dis, finalement, les enjeux qui attendent les retailers et les e-commerçants dans les prochains mois, les prochains trimestres. Ils sont autour de deux axes principaux. C'est un renforcement du commerce unifié, on l'a bien décrit, et puis la mise en œuvre de la DSP2 dans sa transposition nationale pour renforcer la sécurité des consommateurs. Exactement, donc beaucoup de projets digitaux à mener. Bon, écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Merci de nous éclairer sur les enjeux du paiement, et je pense que c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette fin de période de confinement. Merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Grégoire de prendre la parole et partager leurs témoignages avec nous. Si vous souhaitez me laisser des messages, vous pouvez le faire via le site lesdigitaldoers.com. Merci, au revoir.